Et on retrouve David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Bonjour, merci d'être avec nous. On vient d'apprendre que le guide suprême iranien Ali Khamenei a été transféré dans un lieu sécurisé avec des mesures de sécurité renforcées. Après l'annonce de l'élimination du chef du Hezbollah, y a-t-il un risque d'embrasement régional cette fois ? Ah, c'est clair qu'il y a un risque escalatoire. Alors la vraie question, elle est effectivement, quelle sera la réponse de l'Iran par-delà l'élimination d'Hassan Nasrallah, puisque Hassan Nasrallah était étroitement lié à Téhéran, évidemment. Il était le chef du mouvement, mais c'était plus que ça, hein. C'était un chef doté, comme vous l'avez rappelé, d'une aura religieuse. Il était Sayed, descendant de la famille du prophète. Il se référait au principe du velayat iranien, c'est-à-dire l'autorité du guide suprême. Et il se trouve que le Hezbollah était une création de l'Iran. C'était un peu le joyau de la couronne de tous ces mandataires. Donc l'Iran pourra difficilement faire l'économie d'une réponse. La vraie question, elle est laquelle ? Et on voit l'inquiétude des Iraniens avec l'annonce de l'information selon laquelle le guide suprême prend des mesures extrêmes en sachant qu'il est susceptible d'être visé lui-même, puisque les règles semblent avoir changé après le 7 octobre. Et c'est d'une certaine manière l'application de la doctrine Octopus de Naftali Bennett, qui consistait à dire que désormais, c'était plus seulement les tentacules de la pieuvre qui étaient visés, les mandataires, mais éventuellement aussi la tête de cette pieuvre. Et là, c'est manifestement un peu ce qui est en train de se passer. Et donc, avec toutes les interrogations, évidemment, sur le risque escalatoire au niveau d'une déflagration régionale potentielle. Oui, est-ce que cette élimination d'Hassan Nasrallah n'est pas une provocation délibérée pour embraser la région et étendre le conflit à l'Iran ? Alors, il y a de toute façon des incertitudes sur les calculs sous-jacents. C'est très difficile aujourd'hui de se prononcer par l'affirmative, mais il est clair que depuis le 7 octobre, Israël a considéré que le paradigme avait changé et que toutes les règles qui pouvaient prévaloir avant le 7 octobre ne sont plus opératoires. On le voit depuis ces derniers mois et surtout ces dernières semaines. Au fil des mois et des semaines, les seuils sautent, ce qu'on appelle les lignes rouges, sautent les unes après les autres. D'ailleurs, la première, ça a été l'intervention directe, contrainte, plus ou moins contrainte, de l'Iran en avril, après l'élimination de membres très importants de la force Al-Quds, des gardiens, dans l'ambassade iranienne à Damas. Donc pour la première fois, l'Iran avait été contrainte d'intervenir directement et de sortir de sa posture de plausible deniability, c'est-à-dire déni plausible. C'était déjà un changement, un game changer. Et là, effectivement, avec l'élimination de Nasrallah, c'est potentiellement un deuxième game changer. L'expression est souvent un peu galvaudée, mais manifestement, dans le cas de figure, elle ne l'est pas. Vous parlez de lignes qui sautent, de lignes rouges qui sont défaites, mais Israël est né quand même d'un consensus international après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que la politique de Netanyahou actuellement, confère son discours hier à l'ONU, n'est pas en train de défaire ce consensus ? Oui, c'est possible pour l'extérieur, mais pas vu des Israéliens. Ils considèrent qu'ils sont, à tort ou à raison, mais qu'ils sont désormais engagés dans une guerre multifront. 7 fronts, d'ailleurs ça revient régulièrement dans la rhétorique israélienne, et pas seulement d'ailleurs de la part du Premier ministre Benjamin Netanyahou, parce que concernant l'opération au Liban, on peut noter que quelqu'un qui n'est pas un bout de feu comme Benny Gantz, qui est un détracteur déclaré de Benjamin Netanyahou, poussait à résoudre le problème de la frontière et de la question du Hezbollah. Donc on voit bien qu'il y a un consensus là-dessus, et d'ailleurs c'est beaucoup moins clivant que sur l'opération à Gaza, parce qu'il n'y a pas la problématique des otages. Et aujourd'hui, les Israéliens considèrent qu'ils sont engagés dans une guerre existentielle. Donc c'est effectivement la difficulté de perception et de représentation pour l'extérieur par rapport effectivement aux impératifs qu'ils considèrent devoir être, qui sont les leurs. Mais est-ce que cette politique suivie par le gouvernement, l'ensemble du gouvernement israélien, ne menace pas justement à moyen terme l'existence même d'Israël ? Oui, justement, c'est les débats avec l'administration américaine, notamment Joe Biden, qui avait mis en garde justement une réaction excessive après le 7 octobre, comme les Américains avaient eu une réaction excessive après le 11 septembre. Mais effectivement, même si comparaison n'est pas raison, il y a des similitudes. Et puis l'idée qu'effectivement, Anthony Blinken évoquait le fait que certaines prises de décision pouvaient aussi potentiellement
être un danger pour la sécurité d'Israël. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Israël, il y a un consensus sur des impératifs sécuritaires. Et effectivement, ce qu'on voit se dérouler aujourd'hui, c'est la déclinaison de cette représentation des impératifs sécuritaires. Vous parliez des Américains. On voit que la proposition franco-américaine de trêve a fait pchit, en tout cas de cessez-le-feu. D'un côté, les Américains, justement, appellent à une trêve, à un cessez-le-feu pendant 3 semaines, après avoir négocié avec le Premier ministre israélien Netanyahou. Et dans le même temps, ils font une rallonge militaire de près de 9 milliards de dollars. Donc, qui peut croire aujourd'hui à la volonté de paix américaine ? En réalité, les Américains sont dans un dilemme, comme les Iraniens, même s'il n'est pas de même nature. Le dilemme des Américains, a fortiori avec les contraintes de calendrier. C'est-à-dire c'est la période électorale pour la présidentielle en novembre, et la nouvelle administration ne sera mise en place qu'à partir de janvier. Donc il y a une fenêtre effectivement très dangereuse où les Américains sont dans une situation de tétanie institutionnelle, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent être en désaccord, mais ils ne peuvent pas non plus ne pas soutenir Israël, parce que de toute façon, ça aurait aussi des répercussions sur la campagne électorale entre Kamala Harris et justement le président, son concurrent Donald Trump. Donc c'est extrêmement difficile pour les Américains, justement, ce qui explique qu'ils sont pris dans ces contradictions. On le voit, il y a un affaiblissement effectivement du leadership américain, précisément parce que la période électorale conduit à... Alors, on parle d'ailleurs du syndrome pour le président en fin de mandat, et j'évoque pas ses conditions physiques, Joe Biden, le syndrome du lame duck, c'est-à-dire du canard boiteux, qui n'est plus en situation de décider de manière substantielle, justement parce qu'il y a la période de transition avant une nouvelle administration. Dernière question, s'il y a une offensive terrestre israélienne suite à cette élimination du chef du Hezbollah, quels sont les moyens du Hezbollah pour y résister? Est-ce qu'ils en ont encore les moyens? Le Hezbollah a des moyens. La question, c'est plutôt la direction du Hezbollah, parce que là, l'organisation est très déstabilisée, évidemment. Il y a une décapitation de toute sa hiérarchie, militaire et civile, en l'occurrence. Mais le Hezbollah dispose encore d'une réserve de combattants. On parle de 50 000, un noyau dur de 50 000, de stocks d'armes conséquents, parce que même s'il y a une guerre d'attrition, il reste des armes. Et puis la question, effectivement, d'une solidarité potentielle des autres fronts, les Houthis, les mandataires pro-iraniens en Syrie et en Irak. Donc il y a un gros point d'interrogation effectivement sur les attendus potentiels de cette élimination. Merci beaucoup David Regoleros d'avoir été avec nous et merci pour votre analyse sur France 24. Et puis on vient de l'apprendre, l'Iran est en contact avec le Hezbollah et d'autres alliés régionaux pour déterminer la prochaine étape après l'assassinat d'Hassan Nasrallah. À la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention.